Bon, aujourd'hui on va parler du film le plus important de l'histoire du cinéma qui est sorti dans les années 90. Ah, on va parler de dinosaures. Presque. En 1988, Patrick Reed Johnson, jeune réalisateur, a l'idée d'un film, une sorte de skin game, mais en remplaçant les protagonistes par un dragon et un chevalier. L'idée est proposée à Raffaella De Laurentiis, productrice italienne. Et à ce moment, c'est à peu près la seule personne qui aime l'idée. Les autres producteurs pensant qu'un dragon parlant ne marcherait pas. Faut dire, la dernière fois, c'était Peter et Elliot le dragon, qui a coûté 10 millions de dollars pour en rapporter 16 à l'époque. Alors, c'est pas un échec, mais pour du Disney, c'est un peu décevant. Quoi qu'il en soit, Raffaella et Johnson ne vont pas se décourager. Charles Edward Pogue va être approché pour écrire le scénario, alors qu'il vient de terminer celui de La Bouche de Cronenberg et DOA, dans lequel on retrouve un certain Dennis Quaid. Et avant ça, il a écrit Psycho 3. Il y a un Psycho 3 ? Il y a même techniquement un 4. Alors, je vous arrête tout de suite, on va pas faire la chronologie des psychoses. Pogue accepte de retravailler l'histoire parce qu'à ce moment, Johnson, il a juste le concept d'arnaque. Alors pour être exact, la réunion entre Pogue et Laurentiis, elle s'est un peu passée comme ça. Donc c'est l'histoire d'un dragon et d'un Ok, chevalier. j'accepte. Ouais, Pogue était justement très fan des œuvres médiévales et des dragons. Il va donc rajouter le code de chevalerie, un peu du mythe arthurien parce que ça ne mange pas de pain, et la quête du héros à la recherche d'un idéalisme perdu. Le gars a tellement d'idées à mettre dans le film qu'il n'endort plus la nuit. Tout ça nous amène au début de l'année 1990 où le script est proposé à Universal un vendredi. C'est précis quand même. C'est surtout parce qu'ils ont reçu réponse le lundi matin. Les producteurs ont adoré, ils ont le feu vert, ce qui ne fait pas chose gagnée. Je rappelle qu'à ce moment, on est 10 ans avant que Peter Jackson redore le blason de la fantasy avec son Seigneur des Anneaux. Des films de fantasy, il y en a eu dans les années 80, et certains ont été des succès. Mais pour un Willow qui fonctionnait, il y avait 3 Krull qui se cassaient la gueule. Après, ils avaient l'avantage que Raffaella, c'était pas une pâtre non plus. Parmi les succès des années 80, il y avait Conan le Barbare, avec De Laurentiis à la production. Universal accepte alors que Johnson soit le réalisateur si le budget ne dépasse pas 15 millions. Sauf que Raffaella, elle a beau tourner les chiffres dans tous les sens, elle n'arrive pas en dessous des 21 millions. Johnson doit donc se retirer, et quelque part c'est tant mieux parce qu'on va pas se mentir, avant ça il avait pas fait grand chose. Après non plus d'ailleurs. Donc il faut un nouveau réalisateur et De Laurentiis part faire sa petite pêche. Kenneth Branagh, il a bossé dessus mais pas longtemps. Richard Donner, il aime bien l'idée mais pareil il est pas resté. Sauf que De Laurentiis, elle vient de clôturer un film, Dragon, qui ne parle pas de dragon, mais de Bruce Lee. Et le réalisateur, c'est Rob Cohen. Et c'est donc tout naturellement que De Laurentiis va proposer le scénario à John Badham, le réalisateur de nul autre que Wargame. Une guerre thermonucléaire globale. Mais quel est le rapport avec Rob Cohen ? Il faut savoir qu'à ce moment, Cohen et Badham, ils ont une boîte de production ensemble, notamment pour produire La Manière Forte. Donc pour contacter Badham, De Laurentiis, qui connaît bien Cohen depuis Dragon, passe par lui pour proposer le scénar. Et du coup, Badham, le film ne l'intéresse pas du tout. Mais le plus important ici, c'est que le script se retrouve dans les mains de Cohen. Et vu qu'il vient de faire son film sur Bruce Lee qui est un succès, il a le vent en poupe. Donc Cœur de Dragon venait de trouver son réalisateur. Bon, Universal à la base, ils étaient pas chaud, mais De Laurentiis a imposé Rob Cohen. Et maintenant, il est temps de passer au casting. Pour la voix du dragon, l'équipe ne voyait que 2 acteurs possibles, Sean Connery ou Sean Connery. Et finalement, ils ont choisi Connery. L'acteur avait d'ailleurs eu vent du script au début de la production et appelait régulièrement son agent pour savoir ce qu'il advenait de ce grand film avec un dragon. Les studios, eux, avaient proposé Whoopi Goldberg à la place. Alors, j'adore Whoopi Goldberg, mais ça fait plaisir de voir que les studios ne manquent pas une opportunité de sortir une idée à la con. Et si vous vous dites qu'un seul James Bond, ce n'est pas assez, le rôle de Bowen a été proposé à Timothy Dalton et à Pierce Brosnan. Mais l'acteur qui allait l'incarner se trouvait en réalité dans le Montana. À cette époque, Dennis Quaid n'a pas de projet, et alors qu'il se trouve chez lui, il demande à son agent de lui envoyer des scripts. Tous les scripts qu'il avait sous la main. Parmi la vingtaine de scripts qu'il reçoit, c'est Cœur de Dragon qui attire son attention. Il passe donc le casting, et Rob, comme Raffaella, sont d'accord, il est un chevalier de l'ancien code. Par contre, Universal, ils ne vont pas aimer. Disons qu'ils ne sont pas sûrs que Dennis Quaid puisse tenir un film à 60 millions de budget. Oui, entre-temps, le film est passé à 60 millions, donc ils vont, de leur côté, envoyer le script à des acteurs plus bankable.
Parmi eux, il y avait Tom Hanks, Kevin Bacon ou Arnold Schwarzenegger. Et à noter que Johnson, lui, voulait Liam Neeson, mais Universal a refusé sous le prétexte qu'il ne serait pas assez bon pour tenir un film d'action. Encore des producteurs qui avaient le nez fin. Et ça s'est fini comment? Comme la dernière fois, De Laurentiis a imposé Dennis Quaid. Pour le rôle d'Anon, le grand méchant, on retrouve David Thewlis, fraîchement récompensé pour Naked, un choix qui est assez curieux. Alors, pas que le David il est mauvais, c'est juste qu'on lui a donné le rôle, alors qu'il a posé un lapin à Rob et Rafaela lors du premier casting. Tout ça parce qu'il était juste trop fatigué pour y aller. Et là où le monde d'Hollywood est vraiment tout petit, l'agent de David, qui lui en a voulu à mort de pas être allé au casting, c'est aussi celui de Julie Christie, actrice britannique qui n'avait plus tourné sur le sol américain depuis 1986. Et vu qu'Anon, il a une mère, on lui file le script et elle l'adore. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le monde est emballé par le film. Le réal, les acteurs, les producteurs. Et pour compléter le casting, le rôle du frère Gilbert est donné à Pete Postlewaite, remarqué pour son rôle dans Au nom du père. Et pour changer, Universal n'est pas trop chaud. Gilbert est surtout un ressort comique et l'acteur n'est pas vraiment connu pour ce genre de rôle. Sauf que là, c'est Rob qui va l'imposer, étant persuadé qu'un acteur de sa trempe saura jouer la comédie. Et il a su la jouer. Reste juste Dina Meyer, qui a été choisie par casting, parce qu'elle faisait paysanne. Et on y retrouve aussi un tout jeune Jason Isaac qui n'était pas du tout connu à l'époque. Et maintenant que le casting est prêt, direction la Slovaquie pour tourner le film. Le film s'ouvre sur un entraînement à l'épée entre le chevalier Bowen et le prince Aenon. Bowen, c'est un chevalier de l'ancien code qui a été engagé par la reine Aisling afin que son prince devienne un meilleur homme que son père. Qui est, on va pas se mentir, une bonne grosse merde. Et il fait plutôt bien son boulot, Aenon s'habillant en blanc, soit de la couleur de la pureté et de la bonté, la preuve qu'il a tout compris. En revanche, Bowen, lui, est en noir, un indice sur sa future descente aux enfers. Malheureusement, l'entraînement doit être arrêté à cause d'une révolte paysanne que le mauvais roi s'apprête à stopper par les armes. On ne tire nulle noblesse à écraser des gens opprimés. Enfin, quand je dis stopper... Et je tiens à préciser que ce roi, il est reconnu comme étant un tyran, il est reconnu comme étant brutal, mais aussi comme étant un chasseur de dragons. Je veux dire, le type qui se fait prendre dans la pire embuscade du monde, désarçonné puis massacré, c'est un tueur de dragons. Après, c'est peut-être Barberousse qui est juste plus fort qu'un dragon. C'est qui Barberousse? C'est lui. Assez! Mais non, ça c'est pas Barberousse, c'est Ryagon qui s'appelle en vrai. J'adore aussi comment le combat s'arrête. Genre, ils viennent de tuer le roi, l'oppresseur du peuple, et il est traité comme étant le mob de base de n'importe quel RPG. La bataille est là-bas! Mais au moins, cette diversion permet à Aenon de récupérer la couronne sur le cadavre encore chaud de son paternel. Sauf que, manque de bol, une jeune fille tombe de l'étage de la maison voisine. Chose très courante au Moyen-Âge. Et en tombant, elle empale le prince sur un poteau, soit une mort digne des Darwin Awards. Bowen récupère alors le jeune prince, enfin roi maintenant, le jeune roi, et le ramène à son château avec ce magnifique matte painting. Juré, à l'époque, je pensais que c'était un vrai décor. Bref, le roi est mort et Aenon ne va pas tarder à le rejoindre à moins d'un miracle. Et dans cet univers, miracle, ça rime avec dragon. Alors non, ça rime pas du tout. Fort heureusement, la reine Aisling connaît un dragon. C'est quand même bien fait. Parce que les dragons sont les amis des Celtes, et même si elle a épousé son mari de force, elle n'en reste pas moins une Celte. Ils partent donc pour la grotte, et Bowen en profite pour réciter au roi mourant l'ancien code de chevalerie, directement hérité du roi Arthur. Mais alors le code c'est quoi? Le code, c'est le code. La chose amusante, c'est que l'histoire se passe dans les années 800, soit 300 ans après la vie du supposé monarque, et les premières traces écrites du roi Arthur datent également des années 800. Je pense pas que ce soit volontaire, mais j'aime bien la petite coïncidence. Malheureusement, le nouveau roi meurt de ses blessures. Oh. Mais le dragon lui offre la moitié de son cœur pour le remettre en vie. Cependant, à peine a-t-il récupéré de sa mort qu'il décide de réduire son peuple en esclavage pour se construire un château. Sa promesse de ne pas être un connard aura donc duré 5 minutes. Je pense qu'on est sur un nouveau record. D'ailleurs, parmi les esclaves, on retrouve notre Barberousse capturé, qui lui rappelle gentiment que s'il est roi, c'est un peu grâce à lui. Et alors qu'il allait se faire frire les yeux, il est libéré par Bowen, ce dernier pensant que son protégé a été ensorcelé par le sang du dragon. Les paysans se révoltent. Si nous pouvions être là-bas. Meurs, elle est à moi. Il y avait quand même pas mal de signes avant-coureurs.
Il va donc retrouver le dragon qui, entre-temps, s'est fait la malle en jurant qu'il passera sa vie à le traquer. Et c'est donc 12 ans plus tard que l'on retrouve le frère Gilbert, un moine en quête d'Avalon afin d'écrire un poème sur le sujet avec son âne, Merlin. Ah oui, mais je suis pas polyvalent pour les chevaux. Mais il est interrompu dans son écriture par un dragon, qui ne semble pas plus que ça l'inquiéter. Il est un peu surpris, mais en vrai, ça va. Notons aussi qu'il est très fort en physionomie draconique. Il voit le dragon genre 2 secondes, mais il sait que c'est une femelle. Et qui dit dragon dit forcément Bowen à sa traque afin de nous donner un combat dantesque. Mais hors champ. On a juste les réactions de Gilbert. Qu'est-ce qui se passe? C'est un combat entre un Cyclope et un Terminator. Et voilà Optimus Prime qui s'en mêle. Et des Stormtroopers. Et John Cena qui est parachuté depuis un hélicoptère. Pas impressionnant tout ça. Dommage que les gens peuvent pas le voir. Après une altercation avec le maître de ces terres au sujet de la prime sur le dragon tué, Bowen accepte de faire la route avec Gilbert. Ou plutôt dirons-nous qu'il accepte de partager la route qui est à tout le monde. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de payage. Des barrières d'octroi, roi Ainon. Je sais pas ce qui est le pire en vrai. Ainon qui prend des décisions à la con, ou Bowen qui propose des idées à la con qui sont validées par Ainon. Pendant ce temps, dans la carrière du roi, qui visiblement a passé 12 ans à assécher le lac, tu m'étonnes que les travaux n'avancent pas vite, on y retrouve Kara qui a bien grandi et qui vient s'occuper de son père, Barberousse. Mais on l'avait pas libéré le mec? Ouais, faut croire qu'il s'est fait recapturer. Et c'est ce machin qui a tué le roi, tueur de dragons? Mais en fait, ils sont tout pourris les dragons dans cet univers. Au moins, on peut voir que le roi est bon puisqu'il libère Barberousse de son châtiment. Ah oui, et au passage, il n'y a aucun monde dans lequel cette flèche n'a pas fini dans le cul de ce mec. Retour du côté de Bowen et Gilbert qui s'apprêtent à affronter un dragon, lequel testait sa capacité camouflage de niveau 12. Parce que oui, dans cet univers, les dragons peuvent changer de couleur de peau. Technique qui ne sera jamais réutilisée de tout le film. S'ensuit alors une course-poursuite, si on peut dire, et un affrontement entre chevaliers et dragons. Et là, il faut faire une pause. Et sinon, il s'est passé comment ton week-end? Ouais, tranquille, petite balade en forêt, puis un petit resto. Faudra que je te file l'adresse. Je peux savoir ce que vous faites? Bah t'as dit qu'on devait faire une pause. Alors nous, on fait une pause? Vous allez vous remettre au boulot fissa, ou vous préférez un coup de pompe dans le cul? Bon, en intro, j'ai parlé de ce film comme étant l'un des plus influents de l'histoire du cinéma. La raison principale, c'est ce personnage. Contexte. Avant que les studios n'acceptent de faire le film, il fallait répondre à une question importante. Comment est-ce qu'on va faire le dragon? C'est donc tout naturellement que Rafaela s'est tourné vers les studios de Jim Henson, très connus pour leurs nombreux animatroniques, de Sesame Street fin des années 60 jusqu'à Five Nights at Freddy's en 2023, en passant par les Tortues Ninja, H2G2, la série Dinosaures, et bien entendu les Muppets. Il fera d'ailleurs une version du dragon qui sera utilisée dans un test de la scène de la clairière. Ils vont aussi faire appel à Phil Tippett pour le design de la créature, s'inspirant des lions gardiens des temples chinois. Bref, tout semble bien parti pour faire le film de cette façon et rentrer dans le fameux budget de 15 millions. Sauf qu'en 1993 sort un petit film qui va faire parler de lui. Bienvenue à Jurassic Park. Et en voyant ces majestueux dinosaures de synthèse, Rob appelle Rafaela pour lui dire « Voilà notre dragon ». Donc c'est Jurassic Park qui a influencé le cinéma, pas Cœur de Dragon. Techniquement exact, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cœur de Dragon amène un nouvel élément que n'ont pas les dinosaures, celui de parler. Et là on est face à un problème, quand on parle notre visage n'est pas statique, il ne se contente pas de juste ouvrir et fermer la bouche. Et surtout, Cohen ne veut pas d'un dragon qui se contente de faire ça, surtout quand en face on a Sean Connery pour faire la voix. Ah, je sais. C'est idiot. Donc une fois le tournage terminé, le dragon est confié à ILM pour les effets spéciaux. Sauf que Cohen est déjà parti à Rome pour le tournage de son prochain film, Daylight. Il faudra un jour aussi parler de Daylight. Ce qui fait que 2 fois par semaine, après le tournage, il faisait une vidéoconférence avec les gars d'ILM pour expliquer plan par plan ce qu'il voulait. À titre de comparaison, les dinosaures dans Jurassic Park, ils n'apparaissent que 6 minutes. Contre 23 pour Cœur de Dragon. Et c'est là que le génie de Rob Cohen va rentrer en scène et qu'il va influencer toute l'industrie après lui. Il va prendre tous les films dans lesquels Sean Connery apparaît et il va prendre chacune de ses expressions, les rangeant par thème afin d'aider les équipes. Ainsi, si un animateur doit faire le dragon en colère, il va voir le visage de Connery en colère. S'il doit le faire joyeux, il va voir dans la catégorie joyeux, et ainsi de suite. Rob Cohen inventant de ce fait les prémices de ce qui deviendra la performance capture.
Sans cœur de dragon, pas de Gollum, pas de Navi, pas de César, mais aussi pas de Détroit Become Human et pas de Elle est Noire. Faisant de Cœur de Dragon l'un des films les plus influents de l'histoire. Et Hanson dans tout ça? L'animatronics d'Hanson, il sera toujours utilisé pour 2 scènes. La patte du dragon qui retient Bowen et la scène de la gueule. Bon, tout ça est intéressant, mais on a un film à finir. Donc, après une courte échauffourée, Bowen termine dans la gueule du dragon, ne devant son salut qu'à son épée menaçant de perforer la boîte crânienne du reptile. Le tout avec une technique inspirée des boas, qui permet au dragon d'ouvrir sa gueule assez grand. Et après plusieurs heures de dilemme, les 2 adversaires arrivent à une alternative, celle de monter une arnaque pour récupérer l'argent des nobles de la région. Ainsi fut créée l'alliance entre le dernier des dragons et le dernier des chevaliers de l'ancien code. Ça nous permet également d'apprendre la capacité du dragon à nager sous l'eau. Pendant ce temps, Kara tente d'assassiner le roi qui se conclut par un échec et son emprisonnement dans un cachot, avec cette technique digne d'un épisode de Tom et Jerry. De leur côté, Bowen explique à son nouveau compagnon sa haine des dragons, ou plutôt sa haine d'un seul dragon qu'il n'a jamais pu retrouver et qui est sans doute mort vu qu'il n'en reste plus qu'un. Mais... oui, je sais, l'idée ne semble même pas lui traverser l'esprit. Chevalier de l'ancien code peut-être, mais il tient plus de Perceval que d'Arthur. C'est chaud quand même. On en profite aussi pour apprendre le nom du dragon, qui serait imprononçable dans notre langue. Allez, vas-y, teste-moi. C'est... En même temps, il l'avait prévenu. En réalité, c'est Ainon de son côté qui s'est fait poignarder par Kara. Libéré par le roi dans sa grande méchanceté, qui s'est dit que de la laisser dans un cachot, ce serait quand même un beau gâchis. Mais ça veut aussi dire que c'est la 2e fois qu'elle rate son assassinat. Comme quoi, le talent, ça saute une génération. En tout cas, on sait maintenant que le cœur partagé entre le dragon et le roi les lie à la vie comme à la mort. Bowen profite de la fin de la nuit pour trouver un autre nom à son dragon. Draco, soit celui de la constellation. Alors au lieu de m'appeler dragon dans ta langue, tu m'appelles dragon dans une autre langue? Le lendemain, Kara tente de rallier un village à sa révolte. Oui, je l'ai pas dit, mais elle s'est faite libérer par la mère d'Ainon grâce à un passage secret. Bref, elle est dans le village où se trouve Ew l'ours, l'un des villageois de la première révolte, qui lui a coûté 6 ans dans la carrière et un œil. Ce qui est quand même mieux que Barberousse. Et vu que tout ce petit monde doit se retrouver à un moment donné, ce village est également l'escale suivante pour Bowen et son dragon. Afin d'apaiser la bête, le chevalier propose qu'une des 3 filles de Ew serve de sacrifice. Bien entendu, il refuse, il faut donc un autre personnage féminin pour servir de repas. Et avec sa nouvelle amie, Draco en oublie sa mission. Bowen vient alors le sermonner, mais il est interrompu par... Notre monde est tout petit. Un combat s'ensuit entre le maître et l'élève, ce qui nous permet de parler d'une caractéristique de Bowen, à savoir sa façon de se battre. À la demande de Dennis Quaid, ce dernier a pris des cours auprès de Kiyoshi Yamazaki, un expert en karaté qui avait déjà tout appris à un certain Conan le Barbare. Ce qui donne un côté plus oriental à ses combats. Après le combat, une nouvelle escroquerie se met en place dans le village de Rob Cohen en personne. C'est aussi l'occasion de retrouver ce bon vieux frère Gilbert. Fais erreur, mon enfant. C'est le plus grand tueur de dragons du monde. Malheureusement, le plan se déroule avec des accros et la petite troupe doit s'enfuir, portée par Draco jusqu'à Avalon, sépulture du roi Arthur. On est à Avalon. C'est ici que la table ronde était dressée. Alors, ok, mais par contre, elle n'était pas du tout dressée à Avalon, mais à Camelot. Non mais Camelot, c'est de la merde TG peut-être, hein? Et après une petite introspection, Bowen décide de mener la révolte contre Ainon pour enfin mettre un terme à son règne de terreur, ce qui amène au plan le plus iconique du film. Ainsi, la bataille finale peut commencer avec d'un côté Bowen, les paysans et un moine badass. Frère Gilbert, tu as un don. Et de l'autre, Ainon, ses troupes, avec ses merveilleux casques. Parce qu'avec les casques, on a des têtes de gland. Et les meilleurs chasseurs de dragons de la région. Et il se situe où sur l'échelle des tueurs de dragons? Je dirais au moins au niveau du père. Ouais, c'est donc parti pour l'embuscade, la bagarre et des flèches dans les fesses. Sauf que terrible nouvelle, Ainon se prend une flèche en plein cœur. Mais c'est pas plutôt une bonne nouvelle? Non, car comme on l'a dit, les 2 cœurs sont liés. Donc tuer Ainon, c'est tuer Draco. Donc la bataille se termine par la victoire des rebelles, mais leur dragon se fait capturer. Kara, Gilbert et Bowen ainsi que d'autres s'infiltrent dans la forteresse par le passage secret et c'est le second affrontement entre le maître et l'élève. Je vous attendais, Obi-Wan.
Enfin, nous nous retrouvons. Ça fait donc bagarre dans la chambre, bagarre dans les escaliers, bagarre dans le passage secret, bagarre en haut d'une tour. Vous croyez qu'ils se sont battus d'en bas jusqu'en haut? Bref, le combat touche à sa fin et Bowen, pour gagner, se voit contraint de tuer son ami, respectant ainsi la volonté du roi. Faisons de la mort une délivrance, pas un châtiment. Et dans un dernier soupir, il disparaît pour rejoindre les étoiles. Parce que les dragons de cet univers sont en réalité de l'essence de feu. Et ainsi, le temps des dragons est révolu. Enfin... peut-être pas. Là, se produisit un miracle. Un œuf de dragon était sur le point d'éclore. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.